L'air du temps, Léa Moscona. Bonjour Frédéric Salabarou, Bonjour, bienvenue sur Radio J. merci. Vous êtes avocat, ancien conseiller d'État et vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac entre 2005 et 2007. Et vous publiez ce passionnant portrait, le portrait d'un grand homme d'État de gauche, Blum, le magnifique, du juif belle époque au leader socialiste. C'est une enquête, Frédéric Salabarou, c'est une enquête que vous menez pour décrypter un mystère. Vous parlez de mystère, d'énigme, Léon Blum. Je vous cite, « Comment cet homme tranquille, dites-vous, membre du Conseil d'État et critique dramatique reconnu, mondain, un peu bobo, dirait-on aujourd'hui, s'est-il entre 1914 et 1920 métamorphosé en chef des socialistes, et cela tout en ne changeant pas ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout en ne changeant pas. Frédéric Salabarou, quel est le terreau commun? Quel est ce qui ne change pas dans le caractère de Blum entre le Blum numéro 1 avant 1914 et le Blum numéro 2 après 1920? Oui, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement plutôt de faire son portrait, c'est-à-dire plus ce qu'il était plutôt que ce qu'il a fait. C'est pour ça que je m'arrête en 1920, au moment où là, il rentre dans l'histoire, c'est la marche vers le Front populaire, la guerre, toutes sortes de choses, où il aura été marquant et finira d'ailleurs comme un grand Français. Non, ce qui est assez passionnant chez lui, c'est qu'il aura été probablement un des très très rares hommes politiques à ne pas être dévoré par la passion politique et à rester lui-même. C'est-à-dire qu'il avait une forme de hiérarchie qui n'a jamais changé, c'est-à-dire d'abord l'amour, la littérature ensuite, et puis après l'engagement politique. Et puis il a une phrase qui était très belle, il disait « Tous les jours de ma vie, je le vis comme si c'était le dernier jour, et donc je fais tout ce que j'aime et vois tout ce que j'aime. » Et ça, il l'aura jamais perdu, il aura gardé une Oui. intégrité Même dans formidable. ses discours. Hein. Ce qui fait qu'il est il est un peu à part aujourd'hui. Ce qu'on garde, c'est l'image austère, le Front populaire, un Mhm. peu la guerre. Et donc, on oublie le héros de roman qu'il était. Et c'est un véritable héros de Oui, roman. vous le Et puis, la dites. façon dont il dégageait une humanité. Et puis aussi, c'est ça qui m'a intéressé dans le portrait, c'est-à-dire, c'est le plus extraordinaire représentant de la passion juive pour la France. Oui, oui, Et ça, là, il y a un lien qui est magnifique. absolument. Vous le situez clairement dans cette tradition des Juifs venus de l'Europe de l'Est pendant tout le 19e siècle, et qui développent un amour démesuré pour la France, pour la culture française, qui veulent servir la France. On va y revenir et vous relevez le terme de Pierre Birnbaum, juif d'État. Hein, Ouais. ça fait partie de Alors, cela. sa famille est en Alsace depuis de très, Oui, très, très longues générations. oui, Mais mais il est dans la même tradition que ces Juifs qui arrivent au 19e. Hein. Absolument. De Hein. toute façon, cette identité juive, elle est très, très importante. Mm. Et aussi, avec Birnbaum, j'ai voulu aussi me mettre un peu en opposition avec la thèse qui était dominante, c'est-à-dire que le fait que Blum soit juif n'expliquait pas Blum. Moi, en travaillant sur Blum, il me paraît extraordinairement juif dans énormément de choses, cette passion de la France, cette passion de la justice. Là où, en tout cas, au moins jusqu'à la fin de l'affaire Dreyfus et Mhm. la rencontre avec Avec Jaurès, Jaurès. où là, il devient un homme politique socialiste. Alors vous dites, il n'est pas il n'est pas défini d'abord par son judaïsme, justement. Quel est ce rapport au judaïsme qu'il entretient? Donc il vient d'une famille de moyenne bourgeoisie. Très moyenne, oui. Moyenne bourgeoisie, elle n'est pas très, très riche. Ah non, dans son testament, c'est intéressant parce qu'il laisse dans son testament à Buchenwald, quand il pense qu'il va mourir, Mhm. il lègue ce qu'il possède, c'est-à-dire sa bibliothèque. Il n'a en fait comme bien que Que sa sa bibliothèque, bibliothèque. donc par rapport à la vaisselle de Vermeil, enfin cette folie antisémite dont il a été victime. Mhm. Et il laisse un message qui est un message de grande tolérance en disant pas de revanche contre le peuple allemand. Oui. Je le dis en tant que juif, en tant que français, la phrase est Oui. extraordinairement belle. Oui, oui. Donc il est, oui, de très très de bourgeoisie moyenne, classique, une famille assez peu pratiquante. Enfin, c'est la famille traditionnelle des quatre fêtes. Oui. Et il allait avec ses frères tous les ans à la synagogue pour l'anniversaire de la mort de ses parents. Donc quelque chose Oui. d'assez banal. C'est quelque Mais chose de banal, l'identité mais juive est tellement forte que dans
enfin, ma conviction profonde, c'est que tout juif est profondément marqué par son identité juive. Et Mhm. ensuite, ça résonne avec le pays dans lequel on est. Mais voilà, je vous ai coupé. Oui, non, non, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il n'y avait pas une renonciation à la pratique du judaïsme en raison d'une laïcisation de Blum, par exemple, et qu'il aurait délaissé ou mis de côté ce judaïsme. Non, je pense que Mm. d'abord, c'est une autre époque qu'aujourd'hui où la pratique devient importante. Très longtemps, pour les juifs français, Mhm. il y avait les grandes fêtes et puis il y a la logique d'identité qui est autre chose. On peut se sentir extrêmement juif sans être extrêmement ou fortement pratiquant. Et donc, il fait partie de ça. Mais il s'est jamais coupé de son judaïsme. Par exemple, même quand il était un leader socialiste, il a été sioniste. La plupart des juifs politiques d'Europe étaient antisionistes, considérant que c'était totalement aberrant. Mhm. Et lui, au contraire, il a adhéré au mouvement, il a été le président très tôt, dès les années 20, de l'association pour le sionisme en France. Il avait avec Weizmann des relations qui étaient très très fortes. Et il y a même un kibbutz Léon Blum Oui. en Haute-Galilée qui a été créé en 1943 à l'initiative des syndicats américains. Kfar Blum, je crois. Ouais. Hein, Kfar Blum, hein, le Et village Blum. donc il est voilà, mais ce qui est bien chez lui, c'est que au fond tout était simple. Il a jamais opposé juifs et français. Il a jamais opposé le Et fait. en ça, il est très moderne. Hein. En Mais ça, il est il est il est du moderne. 21e Il siècle. est moderne en mille choses. Oui. Mais les autres étaient bloqués, c'est-à-dire les hommes politiques, et Dieu sait qu'il y en avait, juifs en Autriche, en Allemagne et en France. Pour Mhm. eux, le sionisme était la négation de l'appartenance à une nation. Pour lui, on pouvait être français et Et français sioniste. et sioniste et juif. Et il l'était. Il n'y avait pas de voilà, il n'y avait pas de barrière de frontières. À la maison, on valorise la culture. Hein. Sa mère le fait travailler. Vous développez vraiment un chapitre assez large sur son enfance, sur ses origines. Il a très tôt le sens aigu de la justice. Est-ce que ce ne serait pas là un début d'explication de cette métamorphose? Clairement, il devient un amoureux de cette culture, un dandy, comme vous le dites, et d'ailleurs lui-même se définit comme un homme délicat, quelqu'un qui aime la culture par-dessus tout, c'est un ami de Gide, de Proust. Est-ce que le fait d'avoir ce sens aigu de la justice, comme vous le dites, ce n'est pas un début d'explication de cette métamorphose en homme de fer? Je pense que le goût de la justice, qui rattache d'ailleurs lui-même dans pas mal de ses écrits au judaïsme, est le facteur explicatif qui va l'amener à s'engager dans l'affaire Dreyfus, puis Mhm. à rencontrer Jaurès, à rentrer dans le socialisme. Ça part effectivement de ça. Non, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très à l'aise aussi avec son identité intérieure, c'est-à-dire il y a une forme de délicatesse qu'il reconnaît chez lui, qui va de pair d'ailleurs avec une absence totale d'ambiguïté, c'est-à-dire toute son histoire est liée à une passion pour l'amour, pour les femmes, avec d'ailleurs une vision très moderne, Oui, c'est-à-dire on va que y revenir. pour lui, c'est d'abord des amis, ce Oui, sont des égales, il y a une dimension physique évidente, et ça se traduira politiquement, puisque c'est le premier, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote, mhm. à faire de trois femmes, Des dont ministres. Irène Joliot-Curie, Oui. des ministres. Donc il a cette espèce euh, de tranquillité intérieure par rapport à tout ce qui peut perturber aussi d'autres sur voilà quelle est mon identité. Lui, c'est pas une question. Alors, Donc il mm, avance. Et oui. après, pourquoi il devient un homme de fer? Mhm. Là, je pense qu'il y a des ressorts intérieurs forts. Il y a aussi une femme, c'est Thérèse. C'est très important, quelqu'un qui vous dit tu as l'étoffe. Et donc là, tout ce qui en lui n'était pas assemblé, c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire comment quelqu'un s'assemble à 50 ans. Oui, assez Après, ça s'est tardivement. énormément cherché. Il avait deux métiers, en réalité, deux Oui. femmes. Donc, il s'est cherché. Et puis, il y a un moment, il s'assemble. Et là, il se transfigure, mais il reste lui-même. C'est-à-dire que il devient pas seulement un homme de fer. Alors, vous dites il a une grande tranquillité, oui, mais vous parlez d'un phénomène très intéressant à cette époque, au tournant du XXe siècle, ce conflit générationnel. Il y a les Juifs du XIXe siècle qui se sont épanouis avec le capitalisme, et puis il y a leurs enfants, leurs enfants qui vont se tourner plutôt vers une idéologie socialiste. Il vit quand même une certaine rupture, même s'il est tranquille, il vit une rupture avec sa famille en ce sens.
Ça, c'est toute l'histoire d'une génération, et même c'est l'histoire d'une partie du siècle qui conduit à la tragédie pour les Juifs et au drame de la Shoah. C'est tout le premier chapitre. Mhm. C'est-à-dire que au départ, il y a le capitalisme qui balaye tout, qui détruit les sociétés traditionnelles, crée des traumatismes, et donc met les sociétés européennes dans une situation extrêmement tendue, qui va conduire aux crises du parlementarisme et à tous ces drames. Euh, les Juifs qui, pendant des siècles, ont été exclus des métiers de la terre, à qui on a laissé juste les métiers de l'argent, vont, pour certains d'entre eux, puisque l'immense majorité des Juifs sont soit très pauvres, soit très modestes, mais certains d'entre eux vont avoir des réussites éclatantes. Et là, il y a une sorte d'idée de juxtaposition dramatique, c'est-à-dire capitalisme égale juif. Et donc, il y a un premier type de difficulté. En revanche, et ça, quelqu'un comme Stefan Zweig le dit bien, les Juifs sont profondément pas intéressés par l'argent. La dimension de sécurité matérielle existe, mais ce qui les intéresse, c'est le savoir, c'est la justice. Et donc, pour toute une génération de Juifs de cette époque, de jeunes, l'idée de justice conduit à se révolter contre le capitalisme et à aller vers le mouvement socialisme. Et d'ailleurs, la forme la plus aboutie de tout ça, c'est Marx. Famille juive, d'origine juive, même si son père s'est converti. Même Bernard Lazare, le plus magnifique des juifs de France, a d'abord été dans cette logique capitalisme égale juif. Et donc, beaucoup de juifs vont aller vers le socialisme. Certains d'entre eux, les plus radicaux, vont aller vers le bolchevisme. Et là, tu as la focalisation dramatique qui est capitalisme égale juif, juif égale socialisme, juif égale bolchevisme. Et là, tu as tous les ferments du drame qui va conduire à cette nouvelle forme d'antisémitisme dramatique. Mais en réalité, c'est juste parce que les Juifs sont dans le siècle et qu'ils y sont rentrés par un acte merveilleux, c'est-à-dire la France, et c'est pour ça qu'ils aiment tous passionnément la France, premier pays au monde à avoir émancipé les Juifs, c'est-à-dire à leur avoir dit « Je vous reconnais non pas comme membre d'une communauté, mais comme une personne, et je vous reconnais comme égaux en citoyenneté. » Et donc, c'est la magie du 19e siècle. L'émancipation les projette dans un siècle où ils vont se retrouver à chaque fois dans des images symboliques à un moment où l'Europe rentre en crise. Et en fait, ils sont profondément un peu les acteurs, massivement les victimes de cette crise de l'Europe qui naît du passage des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes. Mais ils se sentent aussi redevables à la France. Passionnément. Totalement, et c'est pour ça qu'ils veulent servir la France, et que vous parlez de juif d'État, il sera un juif d'État. Au niveau de sa famille, il y a quand même l'influence de sa grand-mère, Henriette, qui est une militante. Oui, qui est une militante. Donc il y a aussi dans ce terreau-là. Qui était proche de la Commune de Paris. Oui. Qui était libraire, donc pour l'époque, elle était très émancipée, elle travaillait et vivait de son travail. On dit d'ailleurs que c'est elle qui a payé les études de Léon Blum, c'est pas sûr, certains auteurs le disent. Alors, on revient à cette métamorphose, vous le dites dans le livre, s'il y a à l'origine de cette transformation du dandy Léon Blum en homme politique, en leader politique, s'il y a quelque chose, eh bien c'est un événement et c'est une rencontre. L'événement, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui va le bouleverser. Alfred Dreyfus, c'est un homme qui a un point commun avec Léon Blum de par sa famille. Est-ce que c'est ça aussi ? C'est l'autre face, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est des juifs d'État. C'est ça. L'un avait choisi plutôt le Conseil d'État, c'est Blum. Dreyfus avait choisi l'armée, comme énormément. En fait, les cycles des générations de l'époque, quand la famille sortait de la misère, elle projetait les enfants dans le savoir, et ensuite, l'aboutissement suprême, c'était de servir la France. Donc, il fallait devenir soit fonctionnaire, préfet, conseiller d'État ou militaire, et c'est ce que fait Alfred Dreyfus. Mais Alfred Dreyfus, c'est un autre héros français, je parlais de Lazare, mais il est extraordinaire. Il n'y aurait jamais eu d'affaire Dreyfus si Dreyfus n'avait pas profondément cru en la France. N'importe qui, à l'île du Diable, se serait laissé mourir. Oui. Lui, au contraire,
pensait que l'armée était juste, que le général de Boisdeffre, le chef d'état-major, le défendrait et que finalement la France serait là et lui rendrait justice. Et ce qui est formidable, c'est que tous les antisémites qui se sont déchaînés dans l'affaire Dreyfus Mhm. autour du thème Le du fait qu'il ait traître. pu trahir, je le conclus de sa race, ce que disait Barrès de manière Mhm. atroce, ont été punis en réalité parce que s'il y a eu une affaire Dreyfus, s'il a été acquitté et s'il est très, très tard, hein, Mhm. et si son innocence a été reconnue, c'est parce qu'en fait, il était profondément français. Et donc là, il y a une ruse extraordinaire de l'histoire Oui. qui se retourne en boomerang comme une gifle en pleine figure infligée à ses tenants d'un antisémitisme dramatique, inhumain. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un que vous ayez pu trahir, je le conclus de votre race, c'est d'une inhumanité absolue. C'est Mhm. la phrase la plus antisémite Oui. qui soit. Oui, vous le citez dans Ouais. votre livre. Et puis alors, bien sûr, il y a cette rencontre avec Jaurès, mais avant, dans l'affaire Dreyfus, il y a la rencontre avec Bernard Lazare. Vous l'avez cité un instant, il y a des lignes magnifiques de Blum sur Bernard Lazare. Il y avait en lui un juif de la grande race, de la race prophétique, de la race qui dit un juste là où d'autres ont dit un saint. Ce Bernard Lazare, ça a été l'homme oublié, le premier Dreyfusard totalement oublié. À Bah, quoi ça tient qu'il a été oublié comme cela? c'est Pourquoi on ne parle pas de lui? D'abord, comme il se définissait lui-même, c'est le premier juif qui se soit levé pour Dreyfus. Parce que les juifs se tenaient très à Oui, l'écart hein, oui, sur le thème. Et là, c'est ce que vous Blum a des mots précisez. terribles hein, sur la communauté juive, Oui, sur oui, le thème on ne veut pas savoir, il faut on ne veut surtout pas pas de se tout mêler. ça. Oui, Tout ça nous crée une flambée tout à d'antisémitisme, fait. restons en dehors de ça. Bernard Lazare, lui, il fait un chemin incroyable parce Oui. qu'il est dans la même ligne que Marx, c'est-à-dire plutôt un juif anticapitaliste et avec des formes d'antisémitisme de type économique. Mhm. Et donc lui, à un moment donné, c'est plutôt un auteur reconnu, un pamphlétaire reconnu, qui aurait pu faire une très très belle carrière. Et là, avec Dreyfus, il va rentrer en religion. Mhm. C'est-à-dire qu'il va tout abandonner, tout sacrifier. Il va d'ailleurs en mourir probablement très très jeune. Prématurément, Et oui. là, il rentre dans un combat qui est un combat voilà, de prophète, mais Oui. pas prophète pour lui, mais prophète pour le message, prophète pour Dreyfus. Et puis, il va lui faire le choix du sionisme. Et il y a trois personnages qui, à l'issue de l'affaire Dreyfus, sont assez symboliques. T'as Proust, Mhm. plutôt Dreyfusard aussi, mais à la fin de l'affaire Dreyfus, lui, il fait des dîners en essayant de réconcilier les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc lui, c'est l'enracinement dans les salons français. T'as Blum, qui va rencontrer Jaurès, Mhm. et lui, il fait le choix engagement socialiste en France, même s'il est proche du sionisme. Et puis, tu as Lazare, Mhm. qui va au bout de la logique et qui, lui, devient fondamentalement sioniste et rentre dans ce qui est son dernier combat et sa dernière adhésion. Et Oui. donc, on voit à travers ces trois profils comment l'affaire Dreyfus, qui est un moment très fort pour la France et la communauté juive nécessairement, Mhm. peut conduire à ces trois parcours possibles. Il l'a admiré, en quelque sorte. Hein. Léon Blum a admiré Bernard Lazare, hein, j'imagine. Il y a cette rencontre ensuite avec Jaurès. Jaurès, c'est le père spirituel. Et puis, vous décrivez Jaurès. Il y a des pages magnifiques sur Jaurès Ouais, dans votre il m'a beaucoup livre. plu parce Ah que je oui, l'ai regardé avec un oui, regard de ce que je peux connaître de ce qu'est un homme politique. Il a des qualités totalement exceptionnel. exceptionnelles et Oui. notamment la plus importante de toutes, c'est-à-dire la culture. C'est deux choses, c'est Oui, c'est l'enracinement ça. dans son terroir et la culture. Il Est-ce avait que une justement, culture helléniste magnifique. oui. Le point commun entre Blum et Jaurès, est-ce que c'est aussi cette dualité? Parce que Jaurès, c'est la philosophie, la réflexion, la culture, mais en même temps l'action politique. Donc il a en fait, il est deux hommes en un, Jaurès, et Blum aussi. Moins que Bloom. Bloom, Ah. c'est quand même la vie d'homme et la vie politique. Mhm. Jaurès, c'est quand même essentiellement, c'est quelqu'un qui aimait la vie, la terre, sa famille, Mhm. mais c'est quand même un homme d'idées. Trotsky disait, c'est un surhomme, c'est un athlète de l'idée. Il a des mots très très forts sur Jaurès, pourtant ils n'étaient pas nécessairement dans le même camp, mais il a des mots très très forts. Mais ce qui est intéressant, c'est que Blum n'a pas tellement de différence d'âge avec Jaurès. Mhm. Mais quand il va le rencontrer, il va se placer en disciple. Et là, c'est sa chance. Plutôt que se mettre
comme en en concurrence compétition. Oui, oui, ou avec une forme de parce scepticisme, qu'il il va l'admire. avoir le génie de considérer qu'il est face à un génie et de se poser en disciple, de se mettre derrière lui de manière silencieuse et tout apprendre. Oui, et Et d'ailleurs, là, oui. euh, c'est un des points qui va le construire. Parce qu'il y a chez Jaurès une vraie culture française, une vraie culture globale, une vraie connaissance du mouvement socialiste, avec toutes ses ambiguïtés, c'est-à-dire être à la fois réformiste et révolutionnaire, enfin toutes sortes de choses qui ont conduit aux difficultés du Mhm. Front populaire et même aujourd'hui. Et il a eu raison de se positionner comme disciple, puisque à la mort de Jaurès, il est l'héritier. Il est le seul à pouvoir être l'héritier de Il Jaurès. pouvait y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est là qu'il commence à se transfigurer à partir de 14. Tout change pour lui entre 14 et 1920, Voilà, 6 ans. c'est ça. Mhm. Il va reprendre le flambeau. C'est lui. Il aurait pu ne pas demander à faire le discours de 17 en Mhm. hommage à la mort de Jaurès. Il va le faire. Et là, il se pose en disciple. C'est vrai qu'il y avait une proximité entre eux, mais ils rompent quand même un peu en 1905, c'est-à-dire quand Jaurès Oui, il redevient accepte le critique. discours Oui. révolutionnaire de Gued dans un compromis, Mhm. il s'éloigne, il revient dans sa vie C'est d'avant, vrai. les salons, le Conseil d'État, la Oui. critique littéraire, etc. Mais voilà, c'est à partir de 14, il peut devenir l'héritier de Jaurès, mais là, il commence à construire son parcours personnel Mhm. et qui est un parcours incroyablement déterminé. Donc entre 14 et 20, il y a bien sûr la guerre, et puis il y a la rencontre avec Thérèse. Mhm. Alors le rapport avec les femmes, vous en avez parlé dès le début de l'émission. C'est vrai qu'il est l'auteur d'un essai, du mariage, Mhm. où il est extrêmement moderne. Il est moderne dans tout finalement, dans tous les aspects de sa vie. Il est très moderne, et c'est vrai que dans cet ouvrage, il parle du droit au plaisir de la femme avant le mariage, ce qui est carrément révolutionnaire. Et ça va déclencher aussi de l'antisémitisme. Oui, parce que là, Pourquoi pas? il y a toutes les campagnes sur le thème, ce juif du Ouais. Conseil d'État Oui, qui a des thèses qui pervertissent les femmes françaises. oui. Mais parce que il y a chez lui quelque chose de naturel, c'est-à-dire les femmes sont des égales, le plaisir est essentiel, le droit au plaisir, et c'est un livre résolument moderne. D'ailleurs, Pascal Horry vient de le republier avec Mm. une préface pour bien en montrer voilà, toute la modernité et Enfin, ça, l'intérêt. Même si d'autres socialistes en Allemagne ont ouais. aussi écrit sur l'émancipation des femmes, mais pas sous l'angle, cet angle qui est de sensualité. Alors, très bien, pas de problème quand c'est écrit noir sur blanc. Sauf que dans sa vie, est-ce qu'on peut vraiment dire, parce que vous avez dit que c'était l'un des premiers féministes, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un féministe quand on sait que pendant 20 ans, il a eu une femme et une maîtresse? C'est-à-dire qu'il a, pour son plaisir, par peut-être manque de courage, il n'a pas choisi et il a fait souffrir deux femmes. Sa femme, Lise, l'élégante, celle qu'il a connue jeune, et puis Thérèse, la militante, dont il est passionnément amoureux. Il ne choisit pas. Est-ce qu'on peut dire de cet homme-là qu'il est féministe? Oui, je pense que d'abord, il n'a pas une femme et une maîtresse. Je pense il a Ah, profondément deux femmes. Deux femmes qui correspondent. Alors après, je vais répondre précisément à votre question, parce qu'elle est importante. Il a deux femmes qui correspondent à deux parties qui ne sont pas encore réunies en lui. C'est-à-dire, il y a une tentation de la tranquillité, de l'équilibre, de la vie bourgeoise, qu'on disait un peu bobo, c'est ce que symbolise Lise. Et de l'autre côté, il y a une envie de quelque chose d'autre, de dépassement, d'engagement, de vie militante. L'une et l'autre symbolisent quelque chose. mhm. Et donc, c'est pour ça aussi. Il y a une photo, si vous allez à la maison Léon Blum à Jouy-en-Josas, là où il a fini sa vie, avec sa troisième femme, il y a une photo extraordinaire dans la chambre à coucher, je crois que ça doit être la sienne ou celle de sa femme plutôt, où vous voyez une sorte de partie de campagne où il y a les amis de Léon Blum parce qu'il aimait la musique, la littérature, les amis, et vous avez Lise assise et Thérèse debout, puisque très longtemps ils se sont connus comme ça. Et vous avez un regard croisé entre les deux, absolument invraisemblable sur cette photo. Il faut aller voir cette maison. Donc après, oui, évidemment, il y a une dimension chez lui qui est une dimension, voilà, c'est un homme aussi comme Ouais. les autres. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme qui ne soit pas comme les autres, au sens homme-femme. C'est-à-dire Mhm. l'humanité a nécessairement ses paradoxes, ses contradictions. Et donc, il ne va pas trancher. Et évidemment, elles vont beaucoup souffrir, préférant souffrir avec lui
que ne pas souffrir sans lui. Mhm. Et puis, il y a quelque chose qui en Quand fait même. effectivement quelqu'un de, entre guillemets, dangereux pour une femme. Oui. C'est aussi le fait que, incontestablement, elles le percevaient l'une et l'autre comme profondément honnête et vertueux, ce qu'il était. Donc là, on est sur de la complexité des sentiments, Mhm. aussi très intéressant. Merci Frédéric Salabarou pour ce joli voyage à travers la vie de Bloom. Vous vous arrêtez dans les années 30, hein, bien sûr. C'est un très beau livre à découvrir, Bloom, le magnifique, du juif belle époque au leader socialiste. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On va écouter sa voix. Il De nous parle quoi du est né le socialisme. socialisme? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée